Ma cliente pense que vous commettez une fraude, a déclaré son avocat au tribunal. Personne de votre âge ne gagne ce que vous prétendez. Mon frère a eu un sourire narquois. J'ai répondu, c'est noté. J'ai envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine depuis la salle d'audience, retirez immédiatement tous les capitaux de Duval et Associés. Le téléphone de son avocat a explosé. Le procès est arrivé un mercredi matin par courrier recommandé. J'ai signé pour l'enveloppe épaisse, je l'ai portée dans mon bureau à domicile et je l'ai ouverte pendant que mon café refroidissait à côté de moi. Marc Lebrun contre Julie Lebrun. Plainte pour fraude, déclaration mensongère et abus financiers sur personnes âgées. J'ai lu le paragraphe d'ouverture 3 fois, certaine d'avoir mal compris quelque chose de fondamental concernant la réalité. Mon frère, Marc, me poursuivait pour avoir escroqué notre défunte mère. Selon la plainte, j'avais systématiquement manipulé et trompé Élise Lebrun au cours de ces dernières années, extrayant des ressources financières substantielles par de fausses représentations de succès commerciaux et des opportunités d'investissement fabriquées. Le procès prétendait que j'avais convaincu maman de me donner plus de 372 000 € de l'argent qui aurait dû légitimement être partagé entre Marc et moi en tant qu'héritage. Le problème avec le procès de Marc était simple, il était complètement fictif. Maman était décédée il y a 18 mois après une brève bataille contre le cancer du pancréas. Au cours de sa dernière année, j'avais été son aide-soignante principale, prenant un congé de mon travail pour gérer ses rendez-vous médicaux, coordonner ses soins et simplement être présente. Marc était venu 2 fois, une fois lorsqu'elle avait reçu son diagnostic, et une fois 3 jours avant sa mort. La succession de maman avait été simple. Elle avait laissé sa modeste maison pour qu'elle soit vendue et que le produit soit partagé également entre nous. Marc a reçu 118 110 €, j'ai reçu 118 110 €. Son avocat, Thomas Lefebvre, avait tout exécuté selon les règles. Il n'y avait aucun actif caché, aucun transfert mystérieux et aucun montant contesté sauf que maintenant, Marc affirmait le contraire. Il alléguait que j'avais reçu 372 000 € supplémentaires sous forme de prêts et d'investissements que maman lui avait cachés. De l'argent que j'aurais obtenu frauduleusement et que je devais restituer avec des dommages et intérêts, des intérêts et des frais de justice. J'ai appelé Thomas Lefebvre immédiatement. Julie, j'ai entendu parler du procès, sa voix était sombre. L'avocat de Marc m'a contacté la semaine dernière pour exiger des dossiers financiers. Je lui ai déjà tout envoyé. La succession de votre mère était limpide. Il n'y a aucun transfert caché. Alors pourquoi fait-il cela? Honnêtement, je pense qu'il est en difficulté financière et qu'il cherche un paiement. Les réclamations sont sans fondement, mais les procès coûtent cher à défendre, même quand on est innocent. Beaucoup de gens acceptent un arrangement juste pour éviter les frais juridiques. Je ne passerai pas d'accord. Je ne pensais pas que vous le feriez, mais soyez prête. Cela va devenir laid. Il avait raison. Marc avait engagé Gérald Duval de Duval et Associés, un cabinet de taille moyenne spécialisé dans les litiges successoraux et les contentieux financiers. J'ai fait des recherches sur eux immédiatement. Le cabinet avait une réputation de tactiques agressives et d'éthique douteuse. 3 plaintes distinctes auprès du barreau au cours des 5 dernières années, toutes rejetées mais documentées. Leur stratégie semblait être de déposer des plaintes spectaculaires avec des affirmations explosives, de générer une publicité négative pour les défendeurs, puis de faire pression pour des règlements avant que les affaires n'arrivent au procès. Gérald Duval lui-même était diplômé de la faculté de droit de la Sorbonne et exactement le genre d'avocat qui valorisait la victoire plutôt que la vérité. Son site internet présentait des témoignages de clients louant son plaidoyer acharné et ses stratégies juridiques créatives. Ce que le site internet ne mentionnait pas, c'était que Duval et Associés étaient en difficulté financière. Un contact dans l'industrie juridique m'a envoyé un article d'une publication professionnelle. Le cabinet avait récemment perdu 2 clients majeurs et cherchait des capitaux pour financer une expansion dans le droit des affaires. Ils avaient recruté plusieurs nouveaux associés mais avaient besoin de fonds opérationnels pour soutenir la croissance. C'est alors que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Duval et Associés avaient récemment obtenu 3 162 000 € de soutien de la part d'un investisseur anonyme opérant via Horizon Gestion de Patrimoine. L'investissement avait été finalisé il y a 4 mois, permettant au cabinet de louer de nouveaux bureaux, d'embaucher du personnel supplémentaire et de commercialiser leurs services élargis. L'investisseur anonyme, c'était moi. Je devrais expliquer comment une femme de 29 ans s'est retrouvée avec assez de capital pour soutenir anonymement un cabinet d'avocats.
Quand j'avais 22 ans et que je venais d'obtenir mon diplôme universitaire en finance, j'ai rejoint une petite société d'investissement en tant qu'analyste débutante. Le salaire était terrible et les heures brutales, mais j'ai appris tout ce que je pouvais sur la gestion de portefeuille, l'évaluation des risques et l'analyse de marché. Après 2 ans, je suis parti pour lancer ma propre entreprise, une plateforme de robots conseils qui démocratisait les stratégies d'investissement pour les gens ordinaires. C'était l'époque avant l'explosion des téléphones intelligents, les débuts de la technologie financière, et mon timing était accidentellement parfait. La plateforme a gagné du terrain en 3 ans. Nous avions 200 000 utilisateurs et avons attiré l'attention d'une institution financière majeure. Ils nous ont rachetés quand j'avais 27 ans pour 63 240 000 euros. Ma part m'a rapporté 28 830 000 euros après impôts et paiements aux investisseurs. J'aurais pu prendre ma retraite. Au lieu de cela, j'ai utilisé le capital pour devenir une investisseuse providentielle et une investisseuse en capital risque. J'ai soutenu des entreprises en démarrage, investi dans l'immobilier commercial et construit un portefeuille diversifié géré par plusieurs sociétés d'investissement pour préserver ma vie privée. Je vivais aussi modestement non pas par fausse humilité, mais parce que j'avais vu trop de gagnants de loterie et de millionnaires soudain se détruire par l'inflation de leur mode de vie. J'ai gardé le même appartement, je conduisais une voiture pratique et je me concentrais sur la construction d'une richesse durable plutôt que sur son étalage. Ma famille savait que j'avais eu un certain succès avec mon entreprise en démarrage, mais ils n'en connaissaient pas l'ampleur. Maman savait que j'étais à l'aise financièrement, j'avais discrètement payé ses frais médicaux et ses soins à domicile pendant sa maladie, mais je n'avais jamais révélé le tableau complet. Elle n'avait pas demandé, et je ne l'avais pas proposé. Marc en savait encore moins. Nous n'avions jamais été proches. Il avait 4 ans de plus, travaillait dans la vente pharmaceutique et avait toujours mesuré le succès par des signes visibles, voitures chères, vêtements de marque et vacances luxueuses. Quand mon entreprise a été vendue, je l'avais mentionné par hasard. Il avait semblé désintéressé, rejetant les entreprises technologiques comme des jeux de hasard risqués. Maintenant, il me poursuivait, affirmant que j'avais escroqué notre mère pour financer mon train de vie. L'ironie était presque amusante. Mon investissement dans Duval et Associés avait été purement stratégique. Horizon Gestion de Patrimoine, l'une de mes sociétés d'investissement, m'avait présenté l'opportunité il y a 6 mois. Le cabinet était en pleine expansion, avait besoin de capitaux opérationnels et offrait une structure de rendement solide avec des options sur actions. J'avais examiné leurs finances, rencontré leurs associés directeurs anonymement par l'intermédiaire d'intermédiaires, et approuvé l'investissement. C'était une relation professionnelle, sans lien de dépendance, et complètement séparée de toute question personnelle jusqu'à ce que mon frère les engage pour me poursuivre. Quand j'ai reçu la plainte, j'ai immédiatement vérifié mon portefeuille d'investissement. Duval et Associés étaient toujours là, 3 162 000 euros soutenant leur expansion, mon capital finançant leurs opérations. Je me suis assise dans mon bureau pendant 20 minutes pour analyser la situation. Mon propre argent finançait le cabinet d'avocats qui m'attaquait avec des affirmations fabriquées. La décision était simple. 2 mois après avoir reçu l'assignation, je me suis assise dans une salle de conférence chez Duval et Associés pour ma déposition. Marc était assis en face de moi avec Gérald Duval. Mon avocate, Patricia Morel, venant d'un grand cabinet de contentieux, était assise à mes côtés. Une sténographe judiciaire a positionné son équipement en bout de table. Gérald Duval était exactement ce à quoi je m'attendais, costume coûteux, posture agressive, confiance pratiquée. Il a passé la première heure à poser des questions envahissantes sur mes finances, mes affaires commerciales et ma relation avec maman. Mademoiselle Lebrun, pouvez-vous expliquer comment une personne de 29 ans peut s'offrir un train de vie qui inclut des voyages internationaux, des achats de luxe et des dons caritatifs importants? Je travaille dans la gestion d'investissement et le capital risque. En faisant quoi exactement? J'investis dans des entreprises en démarrage et je gère un portefeuille diversifié. Et d'où avez-vous tiré le capital pour ces investissements? J'ai vendu une entreprise que j'ai fondée. Pour quel montant? Le prix de vente était de 63 240 000 euros. Mes gains personnels étaient d'environ 28 830 000 euros après impôts. Le silence s'est installé dans la salle. Le visage de Marc est passé par la confusion, l'incrédulité et la colère. La confiance pratiquée de Gérald Duval a vacillé. Vous prétendez avoir reçu 28 830 000 euros d'une vente d'entreprise. Son ton suggérait que je venais d'admettre avoir braqué une banque. Je ne le prétends pas.
C'est un fait documenté. L'acquisition est de notoriété publique. Je peux fournir des états financiers, des déclarations de revenus et une vérification par une tierce partie. Si j'avais 28 830 000 €, pourquoi aurais-je besoin d'escroquer votre mère de 372 000 €? Je n'en aurais pas besoin. Je ne l'ai pas fait. Le principe même de ce procès est faux. Marc s'est penché en avant. Alors explique les transferts d'argent que maman t'a fait au cours de sa dernière année. Quel transfert d'argent? Gérald a mélangé des papiers. Nous avons la preuve de plusieurs paiements d'Élise Lebrun à Julie Lebrun totalisant 167 400 € dans les 18 mois précédant le décès de Madame Lebrun. J'ai regardé Patricia. Elle a fait un signe de tête. C'était des remboursements, ai-je dit calmement. J'ai payé les frais médicaux de maman, les soins de santé à domicile, les médicaments et les frais de subsistance pendant sa maladie. Elle a insisté pour me rembourser à partir de ses économies. Chaque transaction est documentée par des reçus et des factures médicales. C'est bien pratique. C'est la vérité. Thomas Lefebvre, l'avocat successoral de maman, a toute la documentation. Il n'est jamais demandé de remboursement, maman a insisté. Et le total était de 167 400 €, pas 372 000. D'où viennent vos 204 600 € supplémentaires? La mâchoire de Gérald s'est crispée. Nous pensons qu'il y a eu d'autres transferts non déclarés. Basés sur quelles preuves? Basés sur l'écart de train de vie entre vos revenus déclarés et vos habitudes de consommation. Mon train de vie est financé par 28 830 000 € d'actifs liquides et des rendements d'investissement continus, pas par la fraude. La déposition a continué pendant encore 2 heures. Gérald a posé des questions de plus en plus désespérées, essayant de trouver des incohérences dans mon récit. Il n'y en avait aucune. Chaque réponse était documentée, vérifiable et tout à fait légitime. Alors que nous nous préparions à partir, Gérald a fait une dernière déclaration. Mademoiselle Lebrun, les preuves suggèrent que vous vivez bien au-dessus de tout moyen raisonnable pour quelqu'un de votre âge. Personne de votre âge ne gagne ce que vous prétendez sans activité illégale. J'ai croisé ses yeux. Est-ce un argument juridique ou une opinion personnelle? C'est la réalité. Alors la réalité devrait être très intéressante quand nous arriverons au procès. La première audience était prévue un mardi matin, 3 mois après le procès initial. C'était une formalité procédurale. L'avocat de Marc présenterait ses arguments sur la raison pour laquelle le procès devrait se poursuivre. Mon avocate plaiderait pour le rejet, et le juge trancherait. Je suis arrivé tôt, habillé professionnellement mais sans ostentation. Patricia m'a rejointe dans le couloir. Ils vont soutenir que l'affaire est fondée sur des écarts financiers circonstanciels, a-t-elle déclaré. Nous répliquerons avec la documentation de vos sources de revenus légitimes. Le juge laissera probablement l'affaire passer à la phase de communication des pièces, mais je suis convaincu que nous obtiendrons un rejet avant le procès. Combien de temps cela prendra-t-il? 6 mois, peut-être 1 an. C'est long pour avoir cela au-dessus de la tête. Malheureusement, c'est exactement ce sur quoi ils comptent. Ils veulent que vous soyez assez épuisé pour accepter un arrangement. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Marc et Gérald Duval étaient déjà assis à la table du demandeur. Marc refusait de croiser mon regard. Gérald affichait cette même confiance pratiquée, manipulant ses dossiers avec une efficacité théâtrale. Le juge Sarah Bernard est entrée et nous nous sommes levés. Elle était dans la fin de la cinquantaine, avec une réputation de décision sans détour et d'impatience envers les litiges frivoles. Gérald a présenté son cas avec un éclat dramatique. Votre honneur, cette affaire implique un schéma clair de manipulation financière et de fraude. La défendresse a systématiquement trompé sa mère âgée, extrayant des fonds substantiels sous de faux prétextes. Elle prétend avoir des revenus légitimes provenant d'entreprises commerciales, mais les chiffres ne correspondent tout simplement pas pour quelqu'un de son âge. Le juge Bernard a semblé peu impressionné. Votre client a-t-il des preuves réelles de fraude, ou juste des soupçons basés sur l'âge? Nous avons des preuves de transferts financiers, des incohérences de mode de vie et un schéma de comportement suggérant. Preuves ou soupçons, monsieur Duval? Nous pensons que la phase de communication des pièces révélera. J'ai demandé ce que vous avez maintenant. Gérald a pivoté. Nous avons des transferts documentés totalisant 167 400 € d'Élise Lebrun à Julie Lebrun.
nous avons la preuve que Julie Lebrun mène un train de vie dépassant largement les revenus typiques pour quelqu'un dans la vingtaine, et nous avons des inquiétudes quant à la légitimité de son prétendu succès commercial. Mademoiselle Morel? Le juge Bernard s'est tourné vers Patricia. Patricia s'est levée. Votre honneur, chaque transfert mentionné par Monsieur Duval était un remboursement pour des frais médicaux que la défendresse a payés au nom de sa mère. Nous avons les reçus, les factures médicales et la documentation prouvant chaque dollar. Quant aux revenus de la défenderesse, elle a vendu une entreprise technologique pour 63 240 000 €. L'acquisition est de notoriété publique, couverte par les médias économiques et entièrement documentée par l'autorité des marchés financiers. Son succès est légitime, vérifiable et n'a rien à voir avec la succession de sa mère. Le juge Bernard a regardé Gérald. Avez-vous des preuves contredisant ces affirmations? Nous pensons que les chiffres de la vente de l'entreprise sont exagérés. Avez-vous des preuves? Pas encore, mais... Alors nous avons terminé. Ce procès semble être basé sur un conflit familial concernant l'héritage, pas sur une fraude réelle. J'ai l'intention de rejeter la plainte de manière définitive à moins que vous ne puissiez me montrer quelque chose de substantiel. Deteswen Gérald a avancé son argument fatal. Votre honneur, avec tout mon respect, personne de l'âge de cette défenderesse ne gagne légitimement ce qu'elle prétend. Le principe même manque de crédibilité. Nous pensons que la communication des pièces prouvera une irrégularité financière. L'expression du juge Bernard s'est durcie. Monsieur Duval, je n'ai pas l'habitude de permettre à des procès de se poursuivre sur la base de votre scepticisme personnel quant au succès des jeunes. Avez-vous des preuves réelles de fraude? Nous avons des preuves circonstancielles. Des preuves réelles, Monsieur Duval. Pas de la discrimination liée à l'âge déguisée en argument juridique. Le visage de Gérald a rougi. Votre honneur, mon client pense. Les croyances de votre client ne sont pas des preuves. Le juge Bernard m'a regardé directement. Mademoiselle Lebrun, avez-vous la documentation de la vente de votre entreprise et de vos sources de revenus actuelles? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Je peux fournir les contrats d'acquisition, les états financiers, les déclarations de revenus des 7 dernières années et la vérification par une tierce partie de la société acquéreuse. Fournissez-les à Monsieur Duval sous 10 jours. Monsieur Duval, si ces documents soutiennent les affirmations de Mademoiselle Lebrun, je m'attends à ce que vous retiriez ce procès immédiatement. Si vous poursuivez sans preuve, j'envisagerai des sanctions pour procédure abusive. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Gérald Duval a semblé ébranlé. Marc fixait la table, réalisant peut-être pour la première fois que son procès s'effondrait. Patricia et moi avons rassemblé nos affaires. En quittant la salle d'audience, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine chez Horizon Gestion de Patrimoine, effet immédiat, retirer tous les capitaux de Duval et Associés. Terminer la transaction dans les 72 heures conformément au terme de l'accord d'investissement. Aucune exception. J'ai cliqué sur envoyer. Le téléphone de Gérald Duval a commencé à vibrer dans sa poche. Mon gestionnaire de patrimoine, David Clément, m'a appelé 30 minutes plus tard. Julie, j'ai reçu votre message concernant Duval et Associés. Juste pour confirmer, vous voulez retirer la totalité de l'investissement de 3 162 000 €. C'est exact. Cela va probablement causer d'importants problèmes opérationnels pour le cabinet. Ils ont utilisé le capital pour louer de nouveaux bureaux et embaucher du personnel. Un retrait soudain. Je comprends les implications. Procéder au retrait. Puis-je demander pourquoi? Le cabinet me poursuit actuellement pour fraude sur la base d'affirmations fabriquées. Je ne finance pas des entités qui m'attaquent avec des litiges sans fondement. David est resté silencieux un moment. Compris. Conformément à l'accord d'investissement, nous donnerons un préavis de 72 heures. Le retrait sera effectif d'ici vendredi matin. Merci, David. Pour ce que ça vaut, leurs associés directeurs vont paniquer. Cela représente près de 60% de leur capital d'expansion. C'est malheureux, mais ils auraient dû faire preuve de plus de diligence raisonnable concernant les affirmations de leurs clients avant de déposer des plaintes frivoles. Nous avons raccroché. Je suis retourné à ma journée de travail habituelle, examinant des dossiers de présentation de 2 entreprises en démarrage prometteuses, assistant à une réunion de conseil d'administration par vidéoconférence et gérant mon portefeuille d'investissement.
Je n'ai pas beaucoup pensé au chaos que je venais de déclencher. Le premier appel est arrivé mercredi soir à un numéro inconnu que j'ai laissé passer en messagerie vocale. Mademoiselle Lebrun, ici Robert Hamon, associé directeur chez Duval et Associés. Nous devons parler d'urgence d'une question financière. Veuillez me rappeler immédiatement. J'ai supprimé le message. Jeudi matin a apporté 3 autres appels du cabinet, que j'ai tous ignorés. Puis Gérald Duval a appelé de son numéro personnel. Julie, nous devons parler. À quel sujet, monsieur Duval? Appelez-vous pour discuter de votre procès sans fondement, ou s'agit-il d'autre chose? L'investisseur de notre cabinet a retiré son financement hier. 3 162 000 € retirés avec un préavis de 72 heures. Nous essayons de comprendre pourquoi. Je suis sûr que ce ne sont que les affaires. Les investisseurs retirent des capitaux tout le temps. Le timing est suspect. C'est arrivé juste après notre audience au tribunal. Une coïncidence, j'imagine. Était-ce vous? Sa voix était tendue. Êtes-vous l'investisseur? Je crains de ne pas pouvoir discuter de mes investissements privés. Accord de confidentialité. Vous comprenez? Si vous avez délibérément saboté notre cabinet. Monsieur Duval, êtes-vous en train de me menacer? Parce que cela semble peu judicieux étant donné que vous me poursuivez actuellement et que vous êtes en train de perdre. Il est resté silencieux pendant un long moment. Que voulez-vous? Je veux que vous retiriez la plainte contre moi. Je ne peux pas faire ça. Marc est mon client. Alors je ne peux pas vous aider avec votre crise financière. Bonne chance pour trouver un financement de remplacement. J'ai raccroché. Le vendredi après-midi, la situation chez Duval et Associés avait atteint un point critique. Le retrait avait déclenché une cascade de problèmes. Sans les 3 162 000 € de soutien, ils ne pouvaient pas payer le bail de leur nouveau bureau. Leur nouvelle recrue, embauchée spécifiquement pour l'expansion dans le droit des affaires, était soudainement insoutenable. Les fournisseurs qui avaient accordé des crédits basés sur leur apparente stabilité financière exigeaient maintenant un paiement immédiat. La communauté juridique était petite et prompte au commérage. En 48 heures, le bruit s'était répandu que Duval et Associés étaient en crise financière. Les clients ont commencé à retirer leurs dossiers. Les 2 associés débutants qui avaient rejoint le cabinet pendant l'expansion ont commencé à chercher d'autres postes. Mon contact dans l'industrie juridique m'envoyait des mises à jour, Gérald Duval essaie désespérément de trouver un financement d'urgence. Tous les cabinets qu'il a approchés veulent savoir pourquoi son investisseur s'est retiré si soudainement. L'image est terrible. Je ne ressentais aucune satisfaction, aucune justification et juste une acceptation calme que les actions ont des conséquences. Samedi matin, Marc a appelé. Julie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai retiré un investissement qui ne correspondait plus à ma stratégie de portefeuille. Tu as détruit le cabinet de Gérald. Il parle de faillite. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement retiré mon soutien financier. Si leur modèle d'affaires ne pouvait pas survivre sans un seul investisseur, c'est un problème structurel, pas ma responsabilité. Tu as fait ça à cause du procès. J'ai fait ça parce que financer des entités qui m'attaquent avec de fausses déclarations est une mauvaise stratégie commerciale. Ce n'était pas faux. Il s'est arrêté. D'accord, peut-être que je me suis trompé sur certains détails, mais tu aurais dû partager ton succès avec moi, avec la famille. Au lieu de cela, tu as tout caché et tu m'as laissé penser que tu étais en difficulté. Pourquoi aurais-tu pensé que j'étais en difficulté? Parce que tu vis dans un appartement normal. Tu conduis une voiture ordinaire. Tu t'habilles normalement. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui a 28 830 000 €. Et cela t'a dérangé. C'est bizarre, Julie. Les gens normaux avec ce genre d'argent le montrent. Les gens normaux avec ce genre d'argent le perdent souvent. J'ai choisi la substance plutôt que le paraître. Ce n'est pas bizarre, c'est stratégique. Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, Marc. Tu as passé pour un idiot tout seul en poursuivant ta sœur pour fraude sans aucune preuve et sur la base de tes suppositions sur la façon dont les gens riches devraient se comporter. Il est resté silencieux pendant un long moment. Gérald veut un arrangement. Il est prêt à abandonner le procès si tu réinvestis dans son cabinet. Non. Julie. Marc, je ne dois rien à toi ni à Gérald Duval.
Vous m'avez poursuivi avec des affirmations fabriquées, m'avez fait subir des mois de stress juridique et avez essayé de nuire à ma réputation. Maintenant, vous faites face aux conséquences. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Tu es ma sœur. Alors agis comme si j'étais ta sœur. Abandonne le procès parce que c'est mal, pas parce que tu veux quelque chose de moi. Je ne peux pas me permettre de continuer à me battre. Gérald dit que si nous allons au procès, tu vas nous enterrer sous les frais de justice. Alors abandonne. Et tu ne réinvestiras pas dans son cabinet. Marc, même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, pourquoi investirais-je dans un cabinet d'avocats dirigé par quelqu'un ayant un jugement si médiocre qu'il a déposé une plainte sans vérifier les faits de base? Gérald Duval est un avocat terrible qui a pris ton affaire parce qu'il pensait pouvoir m'intimider pour obtenir un règlement. Ce n'est pas quelqu'un que je financerai un jour. Donc son cabinet s'effondre, et c'est entièrement de ma faute. Son cabinet s'effondre parce qu'il l'a construit sur des pratiques financières instables et de mauvaises décisions commerciales. Tu n'es que le catalyseur qui a exposé les problèmes. Marc m'a raccroché au nez. Lundi matin, Patricia a appelé. Gérald Duval vient de déposer une requête pour rejeter le procès avec autorité de la chose jugée. C'est fini. Pas de règlement? Aucun règlement. Retrait complet de toutes les réclamations. Il a également demandé que le rejet soit placé sous scellé, probablement pour minimiser le dossier public de ce désastre. Le juge acceptera-t-il? Probablement. Le juge Bernard était déjà irrité contre lui. Elle approuvera probablement juste pour libérer son rôle. J'ai senti un poids s'enlever, un poids dont je n'avais pas pleinement reconnu la présence. Merci, Patricia. Je vous en prie. Pour ce que ça vaut, c'est l'affaire la plus étrange que j'ai traitée. L'avocat du demandeur a détruit son propre cabinet en perdant. Les mauvaises décisions commerciales s'accumulent rapidement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau en regardant la ville en bas. Le procès était terminé. Ma réputation était intacte. Mon capital était revenu. Et mon frère avait appris une leçon coûteuse sur le fait de faire des suppositions. Duval et associé a déposé une demande de protection contre la faillite dans les 2 semaines qui ont suivi. Gérald Duval a dissous le cabinet, licencié tout le personnel et est retourné à une pratique en solo. Sa réputation dans la communauté juridique était endommagée au-delà d'une réparation immédiate. Les 2 associés débutants qui avaient rejoint le cabinet pendant l'expansion ont déposé une plainte contre lui pour déclaration mensongère lors du recrutement. Cette affaire était toujours en cours la dernière fois que j'ai vérifié. Marc a perdu son affaire, son avocat et tout vestige de supériorité morale qu'il s'était imaginé avoir. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 mois après le rejet. Quand il a fini par appeler, sa voix était différente, plus petite, plus prudente. « Je suis désolé », a-t-il dit simplement. « Je me suis trompé sur toute la ligne. »« Pourquoi m'as-tu poursuivi, Marc ? Qu'est-ce que tu pensais vraiment accomplir ? » ?»« Honnêtement, j'étais jaloux. Tu as vendu ton entreprise pour une somme qui change une vie alors que je lutte encore avec mes paiements d'hypothèque et mes dettes de carte de crédit. Quand maman est morte et nous a laissé des montants égaux, je me suis convaincu que tu avais dû prendre plus. Que ton succès ne pouvait pas être légitime. Que quelqu'un avait dû être trompé pour que tu aies ce que tu as. Cela en dit plus sur toi que sur moi. Je sais. J'y ai beaucoup réfléchi. Je mesurais le succès par ce que les gens pouvaient voir: voiture, vêtements, maison, et je supposais que tu étais en difficulté parce que tu n'affichais pas ta richesse. Quand tu es venu à l'enterrement de maman avec des vêtements ordinaires et au volant d'une Peugeot, j'ai cru que tu étais fauché. J'ai créé tout un récit qui n'était pas réel. Tu m'as poursuivi sur la base de ce récit. Je l'ai fait. Et j'ai détruit le cabinet de Gérald, endommagé ma relation avec toi et dépensé 27 900 € en frais de justice que je ne pouvais pas me permettre. Tout ça parce que je ne pouvais pas accepter que ma petite sœur réussisse mieux que moi. Ce n'est pas du succès, Marc. Ce n'est que de l'insécurité. Je le sais maintenant. Nous avons discuté pendant encore 20 minutes. La conversation était maladroite et saccadée, mais sincère. Marc essayait, au moins, de comprendre où il s'était trompé. Avant de raccrocher, et poser une dernière question. Est-ce que tu envisagerais de m'aider un jour? Pas de l'argent, je ne demande pas d'argent, mais des conseils. Je me noie financièrement, et je ne sais pas comment arranger ça. J'y ai réfléchi attentivement.
Je te mettrai en contact avec un conseiller financier et quelqu'un qui se spécialise dans la gestion des dettes et les bases de l'investissement. Ce que tu feras de ces informations dépendra de toi. Merci. Marc. Ne poursuis pas les membres de ta famille sur la base de suppositions. Et ne mesure pas ta valeur par comparaison aux autres. Ce sont les chemins les plus rapides pour détruire ta vie. Je l'ai appris à la dure. J'ai 30 ans maintenant. Mon portefeuille s'est agrandi. J'ai soutenu 3 autres entreprises en démarrage prospère et vendu des participations dans 2 autres. Je siège à 4 conseils d'administration d'entreprises et j'encadre de jeunes entrepreneurs par le biais d'un programme que je finance discrètement. Marc et moi maintenons une distance cordiale. Il a suivi les conseils du conseiller financier, a consolidé ses dettes et a commencé à se reconstruire. Nous dînons ensemble occasionnellement, c'était maladroit au début, mais cela s'installe maintenant dans quelque chose qui ressemble à une relation fraternelle adulte. Il ne pose jamais de questions sur mon argent, je ne donne jamais de détails. Nous parlons de films, de l'actualité et parfois de maman. Ce n'est pas une relation proche, mais elle est fonctionnelle. Gérald Duval m'a envoyé une lettre 6 mois après l'effondrement de son cabinet. Elle était brève, manuscrite et étonnamment honnête. Vous aviez raison. J'ai pris l'affaire de votre frère parce que j'avais besoin des honoraires et je supposais que vous accepteriez un arrangement plutôt que de vous battre. J'ai fait des suppositions basées sur votre âge et votre apparence plutôt que sur les faits. Cela m'a tout coûté. J'espère un jour reconstruire ma carrière avec plus d'intégrité que je n'en ai pratiqué auparavant. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être reconnues. La communauté juridique fait parfois référence à l'affaire dans des conversations à voix basse, le procès qui a détruit l'avocat du demandeur au lieu de la défenderesse. C'est devenu une mise en garde sur la diligence raisonnable, les litiges frivoles et les dangers de sous-estimer ses adversaires sur la base de l'âge ou de l'apparence. Je continue de vivre tranquillement, en investissant stratégiquement et en construisant une richesse durable. Les personnes qui ont besoin de connaître mon succès le savent. Tous les autres peuvent faire leurs propres suppositions. Et quand ces suppositions sont fausses, ce n'est pas mon problème de les corriger. J'ai appris quelque chose de précieux à travers toute cette expérience, le respect n'est pas quelque chose que vous exigez ou requérez. C'est quelque chose que les gens choisissent de vous donner ou non. Et quand ils ne le font pas, vous avez parfaitement le droit de retirer votre soutien, financier ou autre, et de passer à autre chose. Ma mère comprenait cela. Elle ne m'a jamais demandé de prouver mon succès ou de justifier mes choix. Elle me faisait simplement confiance et savait que je savais ce que je faisais. Elle me manque chaque jour, mais je suis reconnaissante qu'elle m'ait appris que la valeur personnelle ne nécessite pas de validation externe. Le vrai succès se mesure à la paix de l'esprit, pas à l'opinion publique, et parfois la meilleure réponse aux personnes qui vous sous-estiment est simplement de les laisser découvrir la vérité à la dure. Mon téléphone vibre. Une autre présentation d'entreprise en démarrage, une autre invitation à une réunion de conseil d'administration, une autre opportunité d'investir dans quelqu'un qui me rappelle celle que j'étais plus jeune. J'ouvre le courriel et commence à lire. La vie continue. Le succès continue. Et les personnes qui comptent savent exactement qui je suis.